Bonsoir à toutes surtout et tous d'être là. Les toutes étant, comme on pouvait s'y attendre, nettement plus nombreuses. C'est un peu la soirée inaugurale pour un essai que nous faisons. L'histoire de cette affaire est qu'un groupe d'une quinzaine de femmes va partir au Brésil au mois de janvier pour échanger avec des collègues brésiliennes autour des questions relatives à la place des femmes, à leur rôle dans l'agroécologie, la transition ou la révolution agroécologique. Et donc, des groupes qui sont en train de se monter ou qui fonctionnent depuis quelques années en France n'ont sans doute pas atteint l'enracinement et puis l'implantation qu'ont leurs collègues brésiliennes. D'où l'idée d'organiser cette rencontre qui sera faite dans le Pernambouc, c'est un État du nord-est du Brésil, en compagnie des gens du mouvement des Sans-Terre et également du mouvement Quilombola, c'est-à-dire les communautés descendantes d'esclaves évadés. Pour que tout le monde puisse tirer le meilleur parti de ce voyage au Brésil, on a décidé de faire un petit cycle, appelons ça de formation, ou au moins d'information sur le Brésil, les dynamiques actuelles dans le monde rural, l'agriculture et en particulier celles relatives à l'écologie, et puis aussi sur la place qu'y prennent les femmes. Donc ce soir, on a le plaisir de démarrer ce cycle avec Hervé Théry, donc, qui est un géographe qui travaille de longue date sur le Brésil. Je me souviens que dans mes premiers apprentissages autour du Brésil, je guettais les différentes éditions qu'il a fait d'une sorte de manuel à destination des classes prépa sur le Brésil, et qui était un petit peu mon livre de chevet à l'époque. Mes livres de chevet, parce qu'il y a eu je ne sais pas combien d'éditions. 6. 6, voilà. Et donc, ce soir, on a la chance de l'avoir avec nous pour démarrer ça. Il va nous parler du Brésil à travers le monde rural, les dynamiques géographiques qu'il y a, qui traversent le monde rural et l'agriculture. Et il nous fera aussi quelques petites incursions dans des domaines qui intéressent particulièrement ce que nous faisons, compte tenu du profil des participantes, hein, qui font partie pour la plupart d'associations qui travaillent sur des questions, allez, disons, reliées à ce qu'on peut appeler la gauche paysanne, hein. Donc, on a des gens qui représentent les CIVAM, l'atelier paysan. On a aussi des représentantes de la Confédération paysanne, Accueil paysan. Donc, vous voyez, le mot paysan est très présent dans ce que nous allons faire. Et donc, Hervé nous illustrera aussi les interactions qu'il peut y avoir avec l'agriculture en France, et puis surtout les menaces qui ciblent particulièrement ce qu'on appellerait les paysans en France, c'est-à-dire les agriculteurs familiaux ou les petits paysans ou les agroécologistes du Brésil. Donc voilà, nous avons prévu de rester ensemble à peu près 1 heure. Tout cela sera enregistré, donc vous pourrez y revenir si on va trop vite hein, à un moment donné, puis ça permettra aussi à d'autres personnes de voir ce qui s'est raconté. Donc, parmi ceux et celles qui sont autour de l'écran, donc nous avons un certain nombre de femmes qui partiront au mois de janvier, mais aussi des gens qui sont dans nos différentes associations. Et puis, on a le bonheur d'avoir des gens que nous voyons pour la première fois et puis qui se sont raccrochés à ce cycle. Bienvenue à toutes et tous. Je te cède la parole, Hervé, avec peut-être une petite présentation de qui tu es, et puis on démarre directement. D'accord. Bien, alors je vais utiliser beaucoup d'images parce que c'est l'outil d'expression habituel des géographes et ce sont donc principalement, vous allez le voir, des cartes et des photos, à commencer par les deux qui sont là, que j'ai choisi pour symboliser un peu les deux agricultures brésiliennes dont je parlerai beaucoup. La cavalerie lourde de l'agrobusiness, ici une parcelle de coton, et puis la petite agriculture qui est plus proche de ce que vous voulez aller voir, mais il faut avoir un peu conscience des deux.
Alors, je vais présenter en mon nom et en celui de Marie-Françoise Fleury, avec qui on vient de faire deux articles pour la revue Géoconfluence, dont je vais vous parler dans un instant. Donc, ce qu'on m'avait demandé, c'est ça, agriculture et ruralité au Brésil, et une approche géographique et cartographique, puisque c'est mon métier et mon outil d'exposition. Donc, on est deux auteurs. Donc, Marie-Françoise Fleury est maître de conférence à l'Université de Lorraine, et elle fréquente le Brésil depuis longtemps. Elle avait fait jadis son DEA avec moi et depuis on est collègues, on travaille ensemble. Et moi-même, qui suis donc directeur de recherche émérite, c'est-à-dire retraité au Brésil, et je reste professeur à l'Université de São Paulo, de São Paulo, pas à distance, puisque c'est ce qui est devenu presque la norme au Brésil depuis le Covid. Donc, ce que je vais vous présenter est tiré en très grande partie de deux articles qui sont à paraître en janvier, à peu près au moment de votre voyage, dans Géoconfluence. Et la revue a autorisé à ce que l'on puisse non seulement en parler, mais vous les distribuer. Donc, je les ai envoyés cet après-midi ou ce matin à Gilles et à Nicolas. Et donc, c'est à votre disposition sous forme de PDF. L'un qui est sur un peu le côté agriculture lourde, si j'ose dire, puissance et diversité de l'agriculture brésilienne. C'est un très gros morceau et ceux d'entre vous qui sont agriculteurs savent qu'elle fait largement concurrence à l'agriculture française. Et puis un deuxième qui est plutôt sur ce qui sont ses problèmes, à la fois ses dynamiques spatiales, dans géographe ça m'intéresse particulièrement, et les tensions et les défis, donc vous verrez, qui sont très importants. Donc ça, c'est la seule diapo où il y aura du texte. Toutes les autres, ce sont des images, cartes et photos personnelles que j'ai faites moi-même. Et donc, j'avais dit que bon, les textes sont à votre disposition. Ils vont être distribués très bientôt. Donc, là, je vais sans doute aller assez vite sur un certain nombre d'images, mais vous pourrez les revoir à loisir pour la plupart d'entre elles dans le texte, et en tout cas avoir le texte qui sera beaucoup plus complet que le questionnaire, que le commentaire que je vais faire. Donc on aura un moment de dialogue à la fin, mais éventuellement, on se posait la question si vous pouviez intervenir en cours de route. C'est peut-être plus simple de garder vos questions pour la fin à cause de la gestion des micros. Alors, première chose qu'il faut rappeler absolument, c'est que quand on est né et qu'on a vécu en France ou en Europe, on a beaucoup, beaucoup de mal à se rendre compte de la taille du Brésil. Donc il y a une façon de le faire, c'est de ramener le Brésil sur l'Europe. Vous voyez que si le Brésil, la dérive des continents devenait folle et ramenait le Brésil par ici, eh ben ça va de la Norvège au Tchad et de l'Islande à la mer Noire. Donc c'est 15 fois la France, donc c'est très grand. Et si au cas où vous ne me croyez pas, voilà une façon de le faire voir, c'est qu'on case très à l'aise tous les pays de l'Union européenne à l'intérieur du Brésil, et en fait on les caserait même deux fois. Si on fait, non, là je les ai rangés du mieux que j'ai pu pour que ça tienne, mais en fait l'Union européenne est la moitié du Brésil. Donc on est sur quelque chose d'un pays qui est extrêmement grand, qui est aussi divers. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pas à l'intérieur du Brésil. Là, vous avez à la fois des endroits à climat humide ou hyper humide en Amazonie, d'autres qui ont des climats humides et froids dans le sud, qui sont au-delà du tropique. Donc, il y a une partie non tropicale. Il y en a deux d'ailleurs, de chaque côté. Et puis, il y a aussi une très grande région qui est en couleur jaune, orange et rouge sur la carte, qui est une région semi-aride qui a un climat, une végétation qui ne surprendrait pas nos collègues du Burkina. Ça ressemble beaucoup, la Caatinga ressemble beaucoup aux brousses du Sahel. Donc c'est extrêmement divers, 15 fois la France et avec des conditions naturelles très différentes. Ce qu'on peut synthétiser. Hervé, Oui, excuse-moi si tu peux me laisser une minute en revenant à la diapo précédente. oui. Euh, pour celles qui partiront au Brésil, l'endroit où vous allez, vous voyez l'espèce de tétard rouge soutenu, là, c'est par là que vous irez, hein, dans l'état du Pernambouc à l'intérieur. Je le signalerai plusieurs fois. Est-ce que vous voyez le pointeur Oui, quand oui. il est transmis? Donc c'est là. Le Pernambouc, c'est cet état très en longueur ici qui est là. Alors, donc, si on traduit, en fait, là, je vous ai montré juste le climat, mais climat plus relief, plus sol, plus etc. En fait, on a des très grands écosystèmes au Brésil. L'Amazonie, on verra, là, vous n'irez pas par là. La Caatinga, c'est-à-dire la forêt claire, c'est celle que vous verrez en grande partie, c'est-à-dire la région semi-aride. En orange, la zone des savanes, ça s'appelle le Cerrado. En vert plus sombre, ce qui a jadis été la forêt atlantique, qui est défrichée à 93%,
et puis tout à fait au sud, des zones de pampa qui ressemblent déjà à l'Argentine. Donc, vous voyez que même en termes de grands écosystèmes, c'est extrêmement divers. Bon, j'insiste pas, mais dans ce que vous verrez au cours du voyage, vous ne verrez qu'un des aspects du Brésil. Alors, si on entre maintenant en dehors de cette introduction dans le contenu des articles, j'avais fait pour cet article, et vous l'avez là, une sorte de palmarès de l'agriculture brésilienne. Là, vous avez les rangs. Le Brésil est le premier producteur mondial de soja et de café. Dans le cas du café, il fait presque 40% du café mondial. Le soja, un tiers, mais c'est le premier exportateur. Viande de bœuf, on en parlait tout à l'heure, c'est le deuxième mondial. Bon, je ne vais pas vous lire toute la liste, mais vous voyez que le Brésil est souvent dans le top 10, on pourrait dire, des productions, avec souvent des productions significatives. Et donc, il y en a un qui apparaît pas là, qu'on verra tout à l'heure, c'est jus d'orange. L'orange, c'est 10% de production mondiale, mais c'est les trois quarts des exportations de jus concentré. Quand vous buvez du jus d'orange en France, si vous regardez sur la bouteille, c'est mis fait à partir d'orange fraîche, c'est bon. Si c'est rien, c'est du Brésil. Et j'ai l'habitude de dire que vous échappez difficilement au Brésil au petit déjeuner entre le café, le sucre, le lait, qui a souvent été produit avec du soja brésilien, et le jus d'orange, ben pratiquement tout le petit déjeuner est brésilien. Bon, si vous prenez du thé et des biscottes, vous pouvez y échapper, mais c'est plus difficile. Alors, du point de vue des cheptels, c'est la même chose. Le Brésil a maintenant le premier cheptel bovin au monde. Pendant longtemps, c'était l'Inde, mais c'était un peu particulier puisque, comme vous le savez, les hindouistes ne tuent pas les vaches. Donc, c'était un troupeau qui était largement improductif. Maintenant, vous voyez qu'entre 1961 et 22, le Brésil a triplé son cheptel et donc maintenant, il y a un très très grand nombre de bovins, ce que je peux vous montrer, on verra ça tout à l'heure. Il y a plus de bovins que d'humains au Brésil. Il y a 210 millions d'habitants et 230 à 250 millions de bovins. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de bovins. Alors les productions, on va commencer à rentrer dans le détail. Une première chose qu'il faut signaler, c'est que le Brésil a encore beaucoup d'agriculture de cueillette. C'est-à-dire qu'on peut produire beaucoup, on peut récolter beaucoup de choses qu'on n'a pas plantées en allant dans la nature, dans la forêt, dans la savane, dans la brousse. Et donc, on a à la fois des graines, des principales catégories sur la carte du haut, des graines oléagineuses, des cires, des fibres, des aromatiques et des caoutchoucs. Et en bas, les denrées alimentaires. On en a deux un peu emblématiques. L'açaï dans le nord, qui est une des bases alimentaires, on y reviendra, des gens d'Amazonie. Et dans le sud, l'erva mate, qui est la boisson habituelle des gens du sud qui boivent dans une calebasse avec une pipette. C'est un marqueur social assez fort. Et donc ça, évidemment, il n'y a plus du tout ça en Europe, à part les champignons. Tout ce qu'on récolte, c'est ce qu'on a planté. En voilà l'açaï, si vous n'en avez jamais vu, c'est une sorte de palmier avec des régimes de petites baies oranges qui sont de plus en plus que vous trouvez maintenant dans tout le Brésil, parce qu'on s'est aperçu que ça avait des très importantes propriétés antioxydantes et des vitamines. Et on commence à en trouver en France, c'est un goût tout à fait particulier. C'est une des plantes qui est sortie maintenant de la cueillette, qui commence à être plantée. Donc ça, c'était un peu marginal. Là, on arrive dans la cavalerie lourde, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est en valeur comparée les principales productions. Vous voyez que c'est dans la partie qu'on appelle au Brésil le centre-ouest que se trouve, tout ça est en valeur, donc les tailles sont comparables. Donc le soja, qui est de loin maintenant la première production et exportation du Brésil, il est à noter que quand j'ai commencé à fréquenter le Brésil, il y a 50 ans maintenant, cette année, il n'y avait pas de soja au Brésil. C'est apparu. Et c'est en particulier la coopération japonaise qui a aidé à l'implanter, parce qu'ils pensaient bien qu'ils en auraient besoin, ils ont gagné. Et le Brésil, à partir de rien, est devenu un des tout premiers producteurs mondiaux de soja et son premier exportateur. Mais vous voyez que souvent dans les carrés verts, il y a des carrés jaunes, c'est le maïs, parce que les deux sont associés. Quand j'avais accompagné un groupe de gros agriculteurs français au Brésil, ils étaient très jaloux en disant, mais comment vous faites un assolement triennal? Et les Brésiliens disaient, non, pas du tout. On fait l'assolement dans l'année. Comme il n'y a pas d'hiver, on fait deux ou trois récoltes dans l'année. Et donc, derrière le soja, on met du maïs. Après, on met un engrais vert et on repart. Et donc, on peut tourner comme ça tous les ans. Et parfois, en plus, on arrive à mettre du bétail sur les chaumes. Donc, maïs, le complexe soja, maïs, coton est ce qui se développe le plus rapidement dans des très grandes exploitations, on va le voir. Il y a aussi des cultures permanentes, le café, les oranges, les bananes, les açaïs, qui sont beaucoup plus dispersées.
vous aurez le temps de regarder les cartes, vous voyez que les cultures annuelles sont dans le sud et dans le centre-ouest, pas du tout dans le nord-est où vous allez aller. En revanche, les cultures permanentes, il y en a quelques-unes qui sont par là, et je ne sais pas si vous aurez le temps d'y aller, mais assez récemment est apparu des cultures de raisin dans le Pernambouc, du raisin irrigué. C'est-à-dire qu'on a des régions très sèches, mais on a l'eau des fleuves, on irrigue, on plante, enfin on met la vigne en production, et 15 jours, on récolte le raisin, on coupe l'eau, donc la vigne prend ça pour un hiver, stress hydrique, et on redémarre 15 jours après, et ça redémarre. Et donc on fait 5 récoltes de raisin en 2 ans. C'est pas du très bon raisin et ça fait pas du très bon vin, mais c'est très très productif. Bon, pour vous donner une image, voilà par exemple des périmètres irrigués, soit cultivés en courbe de niveau pluvial, soit avec des pivots. Alors les pivots, il y en a chez nous, sauf que ceux-là, ils font 1 kilomètre de rayon. Donc un seul de ces périmètres suffit pour irriguer plus de 30 hectares. J'en avais parlé à un de mes amis qui était fils d'agriculteur de Redon, et il disait, si j'avais un comme ça, un périmètre, un truc comme ça chez moi, j'arroserais déjà chez mes voisins, parce que mon exploitation entière est plus petite. Bon, culture spécialisée, il y a plein de cultures en tout genre, tabac, arachide, tomate. J'en parle un peu parce que c'est ce qu'on retrouve assez largement dans les 3 États du sud du Brésil, où est concentrée l'agriculture paysanne. Vous ne la verrez pas cette fois-ci. Il y en a un peu dans le nord-est que vous verrez, mais le bastion de l'agriculture familiale, paysanne et solide, c'est plutôt le sud, grâce au tabac, aux tomates, aux ananas, aux fruits. Et donc là, il y a une agriculture tout à fait particulière. Alors, je parlais de l'élevage. Là, vous avez des couleurs qui donnent l'élevage. Donc, vous voyez que du rouge pratiquement. C'est les bovins. Parce que c'est de loin ce qu'il y a. Là, on a par région, vous voyez, la région la plus nombreuse a 4 600 000 de bovins. Vous devinez un petit peu des cercles mauves, non, pardon, orange, de porcins dans le sud, parce que c'est là que s'est fait la colonisation allemande au 19e, au 20e siècle, et les Allemands ont implanté l'agriculture, la production de porc pour la charcuterie. Ça a l'air d'être une blague, mais c'est vrai. Et on a beaucoup de mal à voir les autres productions. Ce qui fait qu'on a calculé ici le rapport entre le nombre de bovins et d'humains. Vous voyez que sur la partie littorale, notamment celle où vous allez aller, c'est vert, ça veut dire qu'il y a plus d'humains que de bovins, mais plus on va vers l'intérieur et plus on marche vers l'Amazonie, on se rend compte qu'il y a des endroits où on a 1500 à 9500 bovins pour un humain. Ce qui veut dire que c'est des grandes exploitations avec plusieurs milliers de têtes. Donc vous imaginez bien que c'est pas de l'élevage très intensif, c'est pas de l'élevage laitier, on va pas aller traire tous ces bêtes. Donc c'est l'élevage à viande très extensif qui parfois ressemble plus à de la chasse au bœuf qu'à vraiment de l'élevage. C'est-à-dire on lâche les bêtes dans la nature et quand on a besoin de les faire abattre, on les attrape au lasso et on les amène à l'abattoir. Et vous voyez que ça s'avance. Vous voyez pas le mouvement, vous le verrez tout à l'heure, mais c'est largement vers l'Amazonie. Et un des facteurs forts du déboisement de l'Amazonie, c'est l'élevage. Alors, ce que vous voyez sur les routes, souvent au Brésil, vous en croiserez probablement, c'est des troupeaux comme ceux-là, qui donc sont amenés par des gardiens à cheval qu'on appelle des vaqueiros. C'est exactement comme les cow-boys. Et vous voyez aussi, surtout si vous êtes éleveur, que c'est quand même pas des bêtes bien grasses. Ce sont des zébus, massivement, qui ont été importés d'Inde à partir des années 20, 1920, et une carcasse de bœuf de 3 ans fait 250 kilos. Donc, je pense que c'est des rendements qui vous feraient peur pour ceux d'entre vous. Et donc, ben, il y a beaucoup, beaucoup de bêtes, mais elles sont quand même pas bien grasses, comme vous pouvez le voir. Malgré tout, ça fait du Brésil un des grands producteurs et exportateurs de viande, bovine, de poulet. Ça a fait beaucoup de mal à l'agriculture, à la production de volailles brésiliennes, d'où est parti au Brésil, puis il y a fait faillite, donc il n'y en a plus. Et du coup, le Brésil exporte de la viande bovine un peu partout, en particulier vers l'Asie. Donc il y a toute une discussion en ce moment pour l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne pour qu'ils puissent importer, mais en réalité, je crois que la plupart ont compris que ça ne se ferait pas. Il y a un rapport de prix de 1 à 6. Donc si la viande brésilienne débarquait, je pense que beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs auraient des problèmes. Donc les Brésiliens ont pris le parti d'exporter vers l'Asie, en particulier vers la Chine. Et comme la Chine se développe rapidement et que les Chinois se mettent à manger de plus en plus de viande, ils ont un marché qui leur revient. Et d'ailleurs, il y a une assez forte corrélation entre les exportations brésiliennes de bœuf et le développement de l'obésité. Il y a pas mal de pays du Moyen-Orient et de Chine
qui sont le cas. Et dans le cas de la Chine, on est absolument sûr, parce que quand on regarde la viande que mangent les Chinois de Macao et de Hong Kong, qui étaient sous domination étrangère ou anglaise ou portugaise, et qu'on applique au reste des Chinois cette consommation-là, le marché mondial de la viande explose. Et le Brésil se développe en grande partie pour ça. Alors, on arrive maintenant dans les deux agricultures, si on se rapproche directement de vos sujets. Là, la carte de gauche, c'est la taille, le nombre d'exploitations, le nombre de producteurs. Donc, vous voyez qu'ils sont particulièrement nombreux dans le nord-est et que la proportion en jaune de ceux qui ont entre 0 et 3 hectares ou en orange de 3 à 10 est très importante, alors qu'il y en a beaucoup moins d'exploitations vers l'intérieur du pays. En revanche, la carte de droite, c'est non pas le nombre de producteurs, les superficies. Et là, ce qui est écrasant, c'est le rouge, c'est-à-dire les exploitations de plus de 100 hectares. Et en fait, plus de 500, plus de 1000, plus de 10 000. Donc il y a vraiment deux agricultures, une de très nombreux petits agriculteurs et une de petits nombres de gros agriculteurs, enfin de grands propriétaires fonciers. Alors, ce que vous allez voir, vous, c'est probablement des choses dans ce genre-là. Là, on n'est pas dans le Pernambouc, on est dans le Piauí. C'est une communauté quilombola dont parlait Gilles tout à l'heure, c'est-à-dire des descendants d'esclaves qui avaient fui les plantations dans l'époque coloniale, du temps où le Brésil était une colonie du Portugal. Et donc, ils sont allés dans des endroits assez peu favorables et où on ne viendrait pas les chercher. Et donc, bah, souvent, il fait quand même très très sec. Vous voyez que ça, c'est un champ de maïs qui a été récolté. Donc, il y a eu une récolte, mais vous voyez l'écartement des pieds, vous voyez bien qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et en dessous, c'est un point d'eau qui est partagé par du fil de fer barbelé entre trois propriétaires. Parce que c'est vraiment le contrôle de l'eau qui est fondamental. Vous voyez que les bêtes peuvent s'approcher à droite, à gauche ou au milieu parce qu'on partage le point d'eau. Là, on est en saison sèche, il n'y a plus beaucoup d'eau. À l'opposé, ben, vous avez ça, la très grande agriculture. Là, vous avez en haut à gauche une parcelle de coton. La parcelle fait 300 hectares. Et il y en a assez pour, enfin, parce que ça donne un optimum pour les machines. En fait, cette plantation spécifique faisait 15 000 hectares. Ils se servent de machines comme celles que vous voyez à droite. Ils trouvaient les machines américaines un peu petites. Donc, depuis plusieurs années, ils achetaient leurs machines en Ukraine. Je ne sais pas comment ils font maintenant, avec des barres de coupe de 17 mètres de large. De plus en plus, ils pratiquent le semi-direct, c'est ce qu'on voit en bas, c'est-à-dire que la terre n'est jamais découverte pour éviter le ravinement. Donc on sème directement dans les chaumes de l'année précédente ou dans l'engrais vert qu'on a planté, mais avec jusqu'à 17 passages de pesticides, d'insecticides et de toutes sortes de choses. Donc c'est très mécanisé. Et là, c'est par un tracteur, c'est assez souvent par avion. Donc, vous imaginez que c'est pas très bon pour la santé des voisins. Et puis, quand il y a un peu de place qui reste avec les déchets de maïs et le reste, on fait du bétail. Cette exploitation-là faisait 9000 bêtes par an, plus du poisson dans les creux, 11 tonnes de filets par jour. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la référence. Dans mon blog, j'ai décrit un peu cette exploitation qui n'a de propriété que 250 000 hectares, mais qui, dans l'année, en cultive 400, puisqu'ils arrivent à faire plusieurs récoltes. On est vraiment dans le très, très gros. Voilà la fazenda en question. Vous voyez que sur le bord de la route, il y a donc son nom, Fazenda Santa Maria da Amazônia, c'est d'Amazonie. Et ce que j'ai encadré en rouge, c'est la distance entre l'entrée de la propriété et le siège. C'est à 5 kilomètres. Donc entre le moment où on quitte la route et le moment où on arrive à l'endroit où sont la résidence du propriétaire et les bureaux, on a fait 5 kilomètres. Et vous voyez qu'ils sont subventionnés par Bayer parce qu'ils utilisent beaucoup, beaucoup les intrants chimiques. Donc, pour revenir là-dessus, on a des petites, des moyennes et des grandes exploitations réparties de façon très différente. Vous voyez qu'en haut, c'est le nombre des petites exploitations et leur proportion dans le total. Là, le nord-est où vous allez, c'est écrasant. Les moyennes sont assez bien distribuées et les grandes, c'est largement le centre-ouest et le sud et l'est de l'Amazonie. Une autre façon de faire, c'est de regarder la relation entre la main-d'œuvre et le propriétaire. En haut, on a le pourcentage du personnel employé par l'exploitation qui a des liens de parenté avec le propriétaire, c'est-à-dire la famille. Donc là, c'est là qu'on va trouver les femmes, un certain nombre de femmes agricultrices avec leur mari ou seules. Et en bas, c'est le contraire, c'est les endroits où la proportion de salariés est plus élevée. Donc on revoit bien l'opposition nord-est Amazonie d'un côté et centre-ouest de l'autre. Si on fait une typologie que je n'ai pas le temps de détailler, on voit en orange ce qui est dominé par l'élevage,
En vert, les rares endroits qui sont dominés par les cultures permanentes, café, canne à sucre, poivre, etc. En vert clair, l'agriculture, les cultures temporaires, plutôt l'agriculture telle qu'on la connaît, et puis ici et là, de l'horticulture ou de la production forestière, mais vous voyez bien que le cœur du pays, c'est l'élevage par des grandes propriétés. Ça, c'était l'essentiel du premier article. On va attaquer le deuxième en voyant les mouvements et les tensions. Alors ça, je vais passer parce que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais là, on voit les déplacements des cultures. Sur les cultures qui sont là, soja, maïs, coton et canne à sucre, quand c'est rose, foncé ou rose clair, ça veut dire que ça diminue entre 1992 et 2022. Quand c'est vert c'est clair ou vert foncé, c'est que ça augmente. Vous voyez que par exemple le soja a migré vers le nord sur près de 3000 kilomètres. Tout cet alignement de bulles vertes foncées, c'est la marche du soja vers le nord. Même chose pour le coton, puisqu'il l'accompagne, même chose pour le maïs, parce que j'ai expliqué qu'ils sont ensemble. La canne à sucre, c'est le contraire. Elle a quitté le nord-est et elle est allée vers l'État de São Paulo. Ce qui fait que quand on essaie de faire la géographie agricole du Brésil, ben, il faut la tenir constamment à jour. Et heureusement, il y a de très bonnes statistiques. Ce qui fait que vous allez dans une région il y a des régions qui ont changé 5 fois depuis que je travaille au Brésil de vocation agricole. Elles étaient en forêt, puis elles sont devenues du café, puis on a arraché le café, on a mis les orangers, on a arraché les orangers, on a mis du soja, et dès que le marché s'y prête, les gens enlèvent tout et recommencent tout. C'est extrêmement mobile. Ça, c'est l'évolution du cheptel bovin, c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure. Quand c'est rouge, ça veut dire que le nombre des bovins a diminué. Quand c'est vert clair ou vert foncé, ça augmente. Et voilà, vous voyez que vraiment, c'est ça qui fonce vers l'Amazonie. La séquence est souvent les bûcherons qui défrichent, derrière les éleveurs, derrière le soja et parfois après la canne à sucre. Donc il y a on appelle ça le jeu des dominos. Chacun renverse le précédent et c'est ça qui marche vers l'Amazonie. Alors là, en Amazonie, vous voyez, on est en forêt, mais on voit déjà arriver les bovins qui sont un petit peu moins maigres que tout à l'heure. Et puis on arrive à ce qui va vous concerner plus directement, il me reste juste le temps, les tensions et les conflits sociaux. Parce que je pense que c'est ça qui va vous intéresser. Entre ces deux agricultures que j'ai simplement décrites, ben, elles sont concurrentes en fait. Ça, c'est un groupe de paysans sans terre du MST, il y a des casquettes rouges, qui viennent d'envahir une propriété, qui sont en train de se partager les terres. C'est un mouvement assez crucial, un moment crucial parce que selon ben, qu'on a un bon lot ou pas, on peut s'en tirer plus facilement ou moins facilement. Alors, on distingue au Brésil deux agricultures, en dehors de la grande et la petite, l'agriculture familiale, et j'ai mis des guillemets, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle au Brésil. Elle a été désignée comme ça du temps du régime militaire, de la dictature militaire, où on voulait surtout pas utiliser paysan. Parce que paysan, ça sentait réforme agraire, Cuba, invasion de terre. Donc on a dit agriculture familiale, même pas petite. Donc ça, vous voyez qu'elle est distincte, vous voyez où elle est. Effectivement, elle est plutôt sur le littoral, dans le nord-est et dans le sud, pas tellement dans la partie sud-est, au centre, et très très peu vers l'intérieur. Et ça, c'est l'agriculture non familiale. Il y a beaucoup moins de gens, mais ils sont largement dans ce cœur du Brésil qui est, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, non, je ne le vois même pas moi-même. Donc c'est vraiment le centre-ouest qui est donc là que se développe un énorme complexe agro-industriel. Quelques paysages de la petite agriculture, en fonction de ce que vous allez voir. Ça, c'est la brousse qu'on appelle donc la caatinga. En tupi, ça veut dire la forêt claire, parce qu'elle perd ses feuilles au moment de la sécheresse. Donc, c'est une brousse dans laquelle on a surtout de l'élevage extensif. Et les vaqueiros sont souvent des vêtements de cuir pour se protéger. Parce que quand ils partent à cheval dans cette brousse épineuse, ils se feraient très mal s'ils n'étaient pas protégés. Et c'est tellement dominant l'élevage que vous voyez que les lots agricoles, les agriculteurs sont obligés de faire des barrières pour protéger leur culture. Et comme ils n'ont pas de quoi s'acheter du fil de fer barbelé, ben, ils le font avec des branches tirées. Et donc, c'est les quelques régions où il y a de la petite agriculture qui doivent se protéger et tout le reste est entre les mains des très grands propriétaires. Ça, on a quand même une petite agriculture qui arrive à trouver des spécialités, notamment l'élevage. Il y a quelques années, c'était plutôt des moutons, mais maintenant, les moutons sont partis dans le sud, où le climat est meilleur. Et là, c'est surtout des chèvres. Et ces chèvres, on arrive quand même à les faire tenir dans des régions très sèches grâce au figuier, à la palme, c'est du figuier de Barbarie sans épines, qu'on peut donc couper en morceaux et donner au bétail, ou alors avec un arbre local qui s'appelle l'umbuzeiro. Il produit un fruit qui s'appelle l'umbu, donc c'est l'arbre à umbu,
qui est la bénédiction puisqu'il reste vert toute l'année, qui donne des feuilles, qui donne des fruits et qui donne des tubercules. Le problème, c'est que ces graines germent très très peu. Et en bas à droite, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que j'admire beaucoup. C'est un agronome de terrain qui s'est rendu compte qu'en fait, à peu près 5% des graines seulement germaient. Mais il a remarqué que dans l'enclos des chèvres, ce qu'on voit en haut à droite, il y en avait beaucoup plus. Donc il est arrivé à la conclusion que probablement passer par le tube digestif des chèvres faisait que ça permettait aux graines de perdre une partie de leur résistance et donc ça germe beaucoup mieux. Et vous voyez les deux bacs qui sont devant lui, il y en a une où les graines n'ont pas été traitées, il y a pas, on ne voit pratiquement pas de feuilles, et l'autre oui. Et donc il disait avec une certaine délectation, je suis un agriculteur, je suis un agronome, je travaille pas sur un ordinateur, moi je travaille littéralement les mains dans la merde. Parce qu'il allait dans les enclos à chèvres recueillir les déjections des chèvres dans lesquelles il trouvait des graines qui germaient beaucoup mieux. Donc il y a des solutions locales, donc il y a des choses qui peuvent permettre à la petite agriculture de marcher mieux, à condition de chercher un peu. Ça, vous ne le verrez pas, mais c'est la petite agriculture amazonienne. On parle toujours du déboisement qui est fait pour prendre le bois et chauffer, mais il y a aussi des gens qui, depuis plusieurs milliers d'années, savent cultiver l'Amazonie. Ce sont les Indiens, les autochtones, comme on dit aujourd'hui. En haut, vous avez une rosse qui a été défrichée pas très longtemps avant. Vous voyez que le bois reste là. Et on le laisse de façon à ce qu'il pourrisse progressivement et qu'il donne de la fertilité. À droite, c'est quelques semaines après, et en bas, c'est à deux époques. Vous voyez qu'une fois qu'on laisse pousser, apparemment dans le plus complet désordre, là aussi les agronomes formés en Europe sont très perturbés, ils aiment bien que ce soit une seule culture bien alignée. Là, c'est au contraire un mélange parce que chaque plante a des exigences différentes. Et par exemple, les haricots poussent sur le maïs qui leur sert de tuteur. Donc il y a toute une agriculture assez savante dont on pourrait s'inspirer si on voulait faire mieux. Voilà, pour dernier point, tout ça est malheureusement marqué par des violences. Il y a une source qui est extrêmement importante, qui est la Commission pastorale de la terre. C'est le dernier morceau de l'Église catholique au Brésil qui est du côté des paysans. Du temps du régime militaire, elle l'était majoritairement, mais Jean-Paul II a viré tous les évêques progressistes et a mis à la place des conservateurs, sauf à la CPT. Et donc la Commission pastorale de la terre tient des statistiques très précises avec des gens sur le terrain. Ça, c'est le nombre de familles qui ont participé à des invasions de terre. Donc c'est une violence contre les biens. Mais malheureusement, il y a aussi des violences contre les gens. Ça, c'est le nombre d'assassinats dans des conflits fonciers. Il y en a plusieurs centaines tous les ans. Donc des gens qui se font tuer pour défendre leurs terres ou essayer de garder ce qu'ils ont cultivé. Oui, qu'il y en a partout au Brésil, mais particulièrement sur l'arc du déboisement que je vous ai montré plusieurs fois. Et puis ça, c'est une autre source, ce sont les statistiques du système de santé qui recense les causes de décès. Quand quelqu'un décède au Brésil comme ailleurs, un médecin doit dire de quoi ils sont morts. Donc ils ont regardé les homicides. Et ça, c'est le taux moyen d'homicide. Donc vous voyez qu'on dit toujours il y a des assassinats en grand nombre dans les grandes villes, c'est vrai. Mais si on fait le calcul par 1000 habitants ou par 10 000 habitants, je ne me rappelle plus, peu importe, on s'aperçoit qu'il y a encore une fois la zone de l'Amazonie, et j'ai le regret de vous dire que l'autre zone violente, c'est le Pernambouc, que vous reconnaissez là. En fait, vous voyez cette ligne horizontale rouge, c'est le Pernambouc. Mais il y a ça une région précise, c'est que c'est la région du Brésil où est produite la marijuana. Et donc, si moi, avec mon petit ordinateur, je sais que c'est là que ça se produit, je suppose que d'autres gens le savent aussi, et il y a beaucoup de violence liée au fait qu'un sorte de gens trouvent plus simple de piller les récoltes des collègues qui ont planté la marijuana que de la planter eux-mêmes. Et donc, c'est une région violente, mais pour des raisons tout à fait précises. Alors, rassurez-vous, vous risquez rien. Ça se fait en général la nuit, enfin, dans des régions un peu reculées. Autre marque de cette agriculture, qui est une marque un peu infamante, c'est encore une agriculture où il y a des cas d'esclavage. Non pas au sens historique, où les gens étaient propriétaires, les hommes étaient propriétaires d'autres, il n'y avait pas de propriété, mais des conditions analogues à l'esclavage. Et on a pu, avec des collègues, faire une recherche là-dessus à la demande de l'Organisation internationale du travail, et on ne connaissait que les cas où il y avait eu des dénonciations. Donc nous, on a fait une analyse qui essayait de calculer un indice de risque d'esclavage indépendamment des dénonciations. Donc c'est ce qui est rouge.
Et vous voyez qu'on a tous les cas connus tombent effectivement dans ce qu'on a calculé, sauf dans le Pernambouc, puisque là, c'est de la violence sans esclavage. Mais en revanche, les gens, c'est bien du nord-est que viennent les gens qui se retrouvent après sur les frontières amazoniennes. Donc on a calculé un deuxième indice de vulnérabilité. C'est des gens qu'on trompe. On leur dit qu'ils iront en Amazonie, ils feront fortune, ils auront toutes sortes de choses. C'est pas vrai. Ils sont retenus par la force ou par la dette dans ces régions amazoniennes. C'est publié, ça, si ça peut vous intéresser. C'est devenu un atlas qui a été mis sur la table au moment de la réforme qui est encore en cours. Malheureusement, elle est bloquée au Sénat, disant que quand on trouve des cas de travail esclave, la propriété est confisquée. Ça a été bloqué au Sénat et j'espère que ça va revenir. Donc ça, c'est en portugais, mais il y a aussi, il y a le lien est là. Et on a surtout mis ça dans mon blog qui s'appelle Braise. Alors, il s'appelle Braise parce que Braise, ça évoque le Brésil. Et puis, j'ai quand même des fortes sympathies bretonnes où j'ai été élevé. Donc, entre Braise, dans les deux sens, ça parle de ça. Donc, on a fait une petite présentation de l'esclave, d'une résumé du bouquin. Et par ailleurs, dans la revue de géographie Cybergéo, il y a aussi un résumé en français de cette situation. Je dois dire que c'est un des travaux, c'est un des travaux, une des analyses dont je suis assez fier, puisque on nous a demandé de le faire. On l'a fait avec nos outils d'universitaires. On n'est pas allé sur le terrain, c'est d'autres qui y sont allés. Et ça a eu pas mal de répercussions parce que ça, c'est la liste de la presse qu'on a eue, puisque ça a été publié par les Amis de la Terre, en réalité, qui l'ont gardé sous le coude un certain temps pour le sortir au bon moment, et ça a bien participé au débat. Donc c'est passé à la Chambre des députés. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est bloqué au Sénat, le Sénat étant encore plus conservateur. Ça, c'est le tableau qu'on a fait. On a calculé pour chacune des communes brésiliennes le risque d'esclavage. Et on a été très surpris d'être invité par la Fédération des banques brésiliennes à présenter nos travaux. On y est allé, bon, on a fait ça. C'était leur commission de leur commission environnementale et sociale. Donc ce n'est pas tout à fait les banquiers, mais ils disaient, nous, ça nous intéresse parce que si vous voulez bien nous donner vos chiffres bruts, on les diffusera partout dans le pays de façon à ce que les gérants des banques, quand ils voient que la commune où est la demande et l'activité qui est demandée sont suspectes, ils puissent se méfier. Donc on était assez contents. Ils nous ont dit, vous comprenez, nous, on trouve absolument choquant ce qui se passe. Deux, on ne veut pas du tout que notre banque se retrouve sur la liste noire de ceux qui favorisent l'esclavage. Et trois, il faut bien dire ce qui est, si la loi passe et que la propriété est confisquée, notre prêt bancaire n'a plus de garantie. Donc quand la vertu et l'intérêt coïncident, ça a de bonnes chances de marcher. Voilà, dernière slide, je crois que je suis dans le temps. C'est quelque chose qui me fait penser que ces tensions et ces morts dont je parle n'ont aucune raison d'être. Parce qu'en fait, le Brésil, je le disais tout au début, est tellement grand, il y a en moyenne 7% des terres qui sont cultivées au Brésil. Cultivées. On ajoute une vingtaine de pourcents pour l'élevage, et donc il reste beaucoup de place pour autre chose. Et le calcul a été fait. Le Brésil, c'est 8,5 millions de kilomètres carrés. Là, c'est en millions d'hectares. Donc, on ne touche pas à la forêt amazonienne. On garde intact 345 millions d'hectares. Les pâturages, on les laisse comme ils sont. On garde les parcs et les réserves. On a 47 millions d'hectares de culture annuelle, 15 de culture permanente. On enlève les villes, les lacs, les routes, les reboisements, les autres usages. On est à 745. Ce qui veut dire qu'il reste 100 millions d'hectares disponibles pour l'agriculture sans toucher à la forêt amazonienne, sans toucher à quoi que ce soit d'autre. Et en réalité, c'est sous-estimé parce que les 220 millions d'hectares de pâturage, beaucoup sont très dégradés et pourraient être régénérés avec des engrais, avec des traitements, sauf que ça coûte cher. Et donc, il ne devrait pas y avoir de problème de concurrence pour la terre au Brésil. Il y a énormément de place et relativement peu de gens. Voilà. Donc, j'ai parlé donc de mon mail est là si vous voulez me poser des questions, mais Gilles pourra les transmettre. On a créé une revue qui s'appelle Confins, qui est une revue scientifique franco-brésilienne qui publie plus en portugais qu'en français. Et puis il y a le blog dont je vous ai parlé, qui s'appelle Braise, où je mets des sujets un peu plus légers ou des choses qui me sont plus personnelles. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup Hervé pour ces images-là. Alors, je pense que le fait que ce soit des cartes, des photos, etc., ça permet d'aborder des choses qui sont très très denses sous un angle un peu moins lourdin que si ça avait été de simples paroles.
Merci. On peut passer directement à des questions, des demandes de précision, des interventions. Enfin, la parole est libre dorénavant, mais en tout cas, c'était vraiment passionnant, vu de mon côté en tout cas, et puis d'une clarté limpide.